Les amis, c'est officiel, la chaîne vient de dépasser les 10 000 abonnés. Merci, merci, merci. Ah, ça fait plaisir. Alors bon, bah voilà, maintenant que j'ai mon prix, eh bah, écoutez, je voulais remercier ma femme, merci à mes parents, merci à mes amis qui ne savent pour la plupart toujours pas que j'ai une chaîne YouTube. Sérieux, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup, bah, pour fêter les 10 000 abonnés, je vous avais demandé de poser des questions. Et donc du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, eh bah, ça va être les 10 000 abonnés en 10 questions. C'est parti! Première question, pourquoi avoir choisi YouTube et pas un Instagram ou un autre réseau social? Alors pour moi, YouTube, ça a été une évidence, très clairement dès le départ. J'ai énormément d'expérience dans la plupart des réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de Facebook, beaucoup d'Instagram, beaucoup de Twitter, beaucoup de LinkedIn principalement dans mes positions précédentes et pour tous les clients que j'accompagne encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de stratégies aussi YouTube. En revanche, j'ai beaucoup dans le passé écrit pour des formats vidéo, notamment j'avais bossé aussi pour Game One, j'avais lancé une super web TV, d'ailleurs je me demande si c'était pas la première web TV jeux vidéo en France qui s'appelait Push Start TV. J'avais donc écrit à peu près 150 émissions de cette web TV, de sujets, de tests, ce genre de choses. Mais j'avais jusqu'à maintenant peu d'expérience sur la production même, donc l'editing, etc. de vidéos. Il me manquait cet aspect-là. Et donc pour moi, clairement, c'était quelque chose qui était très important de pouvoir expérimenter à mon niveau, pour pouvoir encore mieux accompagner mes clients dans leur stratégie YouTube, parce que tu as la stratégie et puis il y a aussi quand même l'exécution. Et puis en plus, c'est vrai que YouTube, c'était quand même des formats beaucoup plus longs que les autres réseaux. Je me suis lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de Reels, il n'y avait pas tout ça. Les IGTV sur Instagram, c'était quand même déjà la loose, personne ne les utilisait, c'était mort. TikTok, c'était pas encore quelque chose de vraiment développé. Facebook, c'était déjà en train de mourir. Donc, clairement, le format vidéo long de YouTube me paraissait une évidence pour lancer ce projet. Next! Pourquoi marketing? Alors tout simplement parce que moi, je voulais parler déjà de marketing, déjà de base. Je voulais pas faire du vlog ou ce genre de choses parce que ça me ressemble pas et parler de ma vie privée qui est clairement pas très intéressante. Très clairement, c'était pas quelque chose qui me faisait kiffer. Moi, ce que je voulais, c'était parler de marketing, de business et d'entrepreneuriat dans un format qui était long et qui était en vidéo, d'où YouTube. Mais c'est surtout que la question dès le départ s'est posée, est-ce que personal branding ou pas? Personal branding en s'appelant Olivier Gruher, c'est quand même pas très sexy de base. C'est pas un personal branding qui est assez fort. Par exemple, sur YouTube, je suis un mec qui parle de no-code et d'entrepreneuriat, qui franchement, il parle de plein de trucs qui sont super intéressants. Il fait des super vidéos aussi qui sont vachement didactiques. Le mec, il s'appelle Shubham Sharma. Et clairement, en termes de personal branding, je trouve que ça sonne vachement bien. Shubham Sharma, t'as envie d'aller voir au Zénith. Tiens, c'est samedi, tu vas voir qui au Zénith? Je vais voir Shubham Sharma. Ah ouais, cool. Tu vois, ça sonne. Tu vas au Zénith, tu vas voir qui? Olivier Gruher. Ah, c'est pas la même chose. Tout de suite, c'est pas la même chose. Donc, la question du personal branding, c'était mort. La deuxième question, c'était de savoir, vu que j'ai déjà mon agence qui s'appelle Royal Cheese Digital, pourquoi ne pas appeler ma chaîne YouTube comme l'agence? Ça, c'était aussi une option. Sachant que, au final, en fait, c'était pas une option. Déjà d'une, parce que moi, étant à Los Angeles aux États-Unis, la plupart de mes clients sont locaux, qu'ils soient français ou qu'ils soient américains. Sachant que l'audience de la chaîne, elle, est beaucoup plus, on va dire, française, en tout cas francophone d'Europe et peut-être d'Afrique du Nord, etc. Donc, c'est pas du tout la même cible. Donc, déjà, c'était pas du tout possible. Et puis, en plus, le principe aussi, en tout cas au début, c'était potentiellement aussi de faire des podcasts, potentiellement aussi d'avoir des invités sur la chaîne, des invités potentiellement d'autres agences. Et donc, du coup, c'était forcément, en tout cas dans ma tête, compliqué d'aller demander à potentiellement des concurrents de venir parler sur ma chaîne qui avait le nom d'un concurrent direct. Donc, je voulais un branding qui était relativement neutre. Au début, je pensais à un truc un truc à la con, du genre hashtag show, un truc dans le genre qui avait vraiment aucun intérêt. Vraiment super bidon, des noms, mais alors pourris, mais vraiment pourris. Et puis, un matin sous la douche, littéralement sous la douche,
j'ai pensé à digital marketing. Et puis après 2-3 petites recherches, j'ai vu que c'était pas déposé aux États-Unis. Donc j'ai déposé la marque marketing aux États-Unis. Donc maintenant c'est une marque déposée par Royalties Digital. Ça fait partie de l'agence. Next! Pourquoi Los Angeles? Alors Los Angeles, c'est pas un choix. C'est pas un choix délibéré. On me l'a imposé, clairement. Alors évidemment, si, on a toujours le choix dans la vie. Mais à l'époque, je travaillais pour donc une entreprise française qui est plutôt, on va dire, une entreprise franco-américaine qui s'appelait donc Technicolor. Et j'ai travaillé chez eux pendant 10 ans. Et au bout de la 6e année, alors que j'étais sur le départ, parce que clairement je cherchais un autre job, parce que je me faisais chier comme un rat mort, on m'a proposé de déménager tout frais payé à Los Angeles dans ma même position. Mais évidemment directement à la source des projets, ce qui était quand même beaucoup plus intéressant. Et donc du coup, c'était soit ça, soit on trouvera quelqu'un pour te remplacer sur place, et donc tu perds ton job. Donc la question s'est vite répondue toute seule. J'ai pu en 2014 déménager à Los Angeles grâce à mon employeur de l'époque, sachant que c'est un petit peu parti en vrille après. Est-ce que être expatrié, c'est cool? Oui, c'est très cool. Los Angeles, c'est vraiment une ville super, en tout cas pour y vivre. Pour venir en touriste, c'est pas forcément passionnant. Très honnêtement, à l'époque, avant de déménager, quasiment tous les mois, je faisais des allers-retours Paris-LA, LA-Paris, c'était super fatigant. Et je trouvais pas ça passionnant comme ville, parce que j'étais plutôt touriste et je venais pour le taf et que c'était vraiment pas super. À vivre, c'est vraiment une ville géniale. Sauf que c'est une ville qui est très chère, donc il faut quand même avoir les moyens de vivre sur place correctement. Maintenant, évidemment, il y a les avantages et les inconvénients de la vie américaine. Il y a aussi les avantages et les inconvénients de l'expatriation. On est quand même 9 heures de décalage avec la France. La plupart de mes potes sont en France. Ma mère vit en Espagne. Donc forcément, la distance et le décalage horaire, ça facilite pas forcément les échanges et les relations. Donc c'est pas évident tous les jours. Ça reste quand même une expérience super. Maintenant, est-ce que je ferai toute ma vie à Los Angeles? À voir. C'est pas clair aujourd'hui. Encore des années, oui. Toute ma vie, peut-être pas. Pourquoi l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, ce que je disais tout à l'heure avec Technicolor qui est un petit peu parti en vrille. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé mon tout premier job, en fait, c'est en 2000 quand j'ai lancé ma propre agence de digital marketing en France. Principalement, on faisait tout ce qui était digital marketing pour les acteurs du jeu vidéo. Donc ça, c'était quand même relativement fun. Ça gagnait pas des masses de thunes, mais c'était très très rigolo. Donc j'avais déjà pendant 8 ans l'expérience d'entrepreneuriat, sachant que la boîte vers la fin, elle a quand même un petit peu coulé quand même. Donc j'ai eu l'occasion après de travailler directement pour Technicolor. Et puis après 10 ans de Technicolor, problème stratégique dans la boîte et puis aussi problème financier. Ce qui devait arriver arriva. Les premiers qui dégagent, c'est la com et le marketing. Et j'étais en bas de la liste. Et donc je me suis fait virer à l'américaine du jour au lendemain, un 15 décembre, juste avant Noël. Mais au final, ça faisait déjà un petit moment que je voulais me relancer dans l'entrepreneuriat parce que 10 ans dans la même boîte, il y a un moment où tu as envie de faire autre chose. Et très clairement, je voyais le potentiel de digital marketing aux États-Unis et notamment à Los Angeles avec mon expérience via Technicolor. Et donc du coup, quand je me suis fait virer, le choix c'était soit tu rentres en France à cause de mon visa qui du coup allait expirer, ou alors tu restes et puis tu montes ta boîte et puis tu fais ce que tu as à faire. Et puis j'ai pris la deuxième option, sachant que est-ce que j'aurais pris la deuxième option quoi qu'il arrive, même si je n'avais pas été viré de mon job? C'est toute la question. Très honnêtement, aujourd'hui, je suis incapable de répondre, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, ça m'a forcé à me sortir les doigts et à faire ce que j'avais envie de faire depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, revenir dans l'entrepreneuriat, sachant que évidemment, grâce à ces 10 ans dans une boîte internationale, plus les 8 ans que j'avais déjà avant dans ma propre agence, j'ai quand même beaucoup d'expérience en B2C, B2B, digital marketing en règle générale, très franco-français à l'international. Et donc 4 ans plus tard, l'agence va très bien. Et puis digital marketing qui est
le projet, le side project de l'agence. Est-ce que tu vas te lancer à terme sur d'autres plateformes du genre Twitch? Non, c'est déjà très compliqué de gérer YouTube en plus de l'agence. Donc déjà, j'essaye de bidouiller 2-3 trucs, d'où l'intérêt de gagner de l'argent via la publicité, digital marketing sur YouTube, pour pouvoir réinvestir ça directement à terme, peut-être dans un monteur, peut-être justement dans une vraie stratégie Instagram, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment de la bidouille qui sert à rien. Donc non, les Twitch & Co, aujourd'hui c'est focus 100% sur YouTube et YouTube only. Peut-être qu'à terme ça va changer, mais aujourd'hui il n'y a pas le temps pour autre chose. Que fait ton agence de digital marketing? Donc c'est une agence qui s'appelle Royal Cheese Digital. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo pourquoi Royal Cheese. C'est un clin d'œil par rapport à mon nom, par rapport à mes origines suisses, le gruyère, tout ça, tout ça. En plus, je voulais un branding qui sous-entendait aussi que c'était une agence française aux États-Unis. Royal Cheese, Pulp Fiction, la discussion dans la voiture, tout ça, tout ça. Enfin bref. Et donc, en fait, c'est une agence de digital marketing qui est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des Français qui se développent aux États-Unis. Sachant que il y a beaucoup de Français, de plus en plus en tout cas de business, qui veulent se lancer sur le sol américain. Le problème, c'est que le sol américain, ça demande des budgets bien plus importants, une stratégie qui est totalement différente. Il faut connaître la culture, il faut connaître évidemment les avantages, mais aussi les inconvénients. Il y a certains aussi aspects juridiques qui sont aussi extrêmement importants à savoir avant de se lancer. Enfin bref, se lancer aux États-Unis quand on n'est pas américain, c'est très compliqué. Sachant que travailler aussi avec une agence américaine quand on est étranger, c'est pas évident non plus parce que la culture n'est pas la même, parce que la façon de travailler n'est pas du tout la même. Et donc, il y a beaucoup de boîtes françaises qui se lancent aux États-Unis avec des agences américaines. Ça se passe pas forcément très bien. Et donc, du coup, mon agence est là pour faire la passerelle entre les entrepreneurs français qui veulent se lancer aux États-Unis et puis cette barrière un petit peu à l'entrée qui peut être travailler avec une agence américaine et donc le problème de la culture. Nous, on est là vraiment pour faire le lien entre tout ça. Quel est ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, je pense qu'il va falloir vraiment que je fasse une vidéo à part parce que sinon, ça va durer des heures et des heures. Sachant que peut-être même ce sera une mini-série parce que très honnêtement, moi, j'ai 3 grosses étapes dans ma vie professionnelle. J'en ai parlé tout à l'heure. Mon agence digital marketing à Paris entre 2000 et 2008. Là, pour le coup, donc, principalement dans le jeu vidéo, mais aussi dans les mangas, où on a fait énormément de choses. Ensuite, 10 ans chez Technicolor, là, principalement tech B2B, même si j'ai fait un petit peu de B2C, mais beaucoup de tech B2B, principalement du social media. Et puis maintenant, Royal Cheese, sachant qu'à côté, j'ai travaillé pour Game One pendant quelques années, donc Push Start, 150 et quelques épisodes de l'émission. Sachant que c'était une émission par semaine, donc ça a duré quand même quelques années tout ça. Donc je pense que le parcours en lui-même mériterait peut-être une petite série. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous raconte tout ça. Parce que très clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage que je peux partager avec vous. Sachant que ça n'a pas toujours été rose et que évidemment j'ai fait des trucs très bien, mais j'ai aussi fait souvent de la merde. Et c'est vraiment là-dedans en fait que j'ai le plus appris. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une petite série sur mon parcours d'entrepreneur dans le digital. Si ça vous intéresse, évidemment, avec plaisir. Quels sont tes objectifs pour 2022? Alors là, on est mi-novembre. 2022, ça va arriver très vite. Donc les objectifs, je suis en train de les définir. Sachant qu'à la base, j'ai commencé l'année avec 1000 et quelques abonnés. Là, je viens dépasser les 10 000. Est-ce que 20 000, ce sera un peu conservateur? Est-ce que 100 000, là c'est vraiment du n'importe quoi? Est-ce que plus dans les 25-30? Je pense plutôt dans ces eaux-là, même si c'est déjà très agressif comme objectif sur une année, de faire encore x2 ou x3. Mais c'est jouable, on ne sait jamais. Il suffit de quelques vidéos pour pouvoir exploser. Mais et puis après, il y a aussi d'autres objectifs en plus des followers. Parce que très honnêtement, les abonnés, c'est bien, mais il y a aussi les revenus tous les mois. Il y a aussi la Marketing Academy que j'essaye de développer, pareil, sur le côté, en plus de la chaîne. Ça se prend aussi pas mal de temps. On commence à avoir des résultats plutôt sympatoches avec certains étudiants.
Notamment si vous voulez regarder la chaîne Looking For, qui est vraiment une très très bonne chaîne, si ça vous intéresse de regarder tout ce qui est donc architecture, etc. C'est vraiment passionnant. Je pense que je ferai une vidéo aussi dédiée sur les objectifs 2022 à la toute fin de l'année ou début d'année pour faire un truc un peu officiel en disant voilà, ça c'est mes objectifs, voilà ce qui s'est passé en 2021, let's go. Dernière question, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus niveau personnel? Alors c'est vrai que moi je parle pas trop de ma vie perso, parce que très honnêtement d'une, elle n'est pas forcément très passionnante. De deux, je suis pas particulièrement fan de parler de moi en règle générale. Ça m'a pris des semaines, voire des mois, de pouvoir déjà me poser devant une caméra et de lancer la chaîne YouTube. Ça déjà, ça a été une étape. Maintenant, c'est sûr que partager mon quotidien, je pense pas que ce soit forcément très pertinent par rapport à ce dont je parle, c'est-à-dire du marketing, du business et de l'entrepreneuriat. De vous montrer la voiture dans laquelle je roule, la maison dans laquelle je vis, etc. Je suis pas sûr que ce soit méga pertinent. Après, si c'est des choses qui vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires. J'ai rien à cacher non plus. C'est juste que je suis pas sûr que ça apporte énormément dans le storytelling de la chaîne en règle générale. Moi, j'évite aussi d'être dans ce carcan des gourous du marketing qui montrent leurs grosses voitures, leurs maisons, leurs machins, etc. Sachant qu'en plus, moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Je roule en Mini Cooper, d'occasion, s'il vous plaît. Je roule aussi en Fiat 500X, d'occasion aussi. Donc, c'est pas forcément des voitures qui font rêver, mais moi, l'argent que je gagne avec mon agence, c'est de l'argent que je réinvestis dans des choses qui sont utiles et qui sont des choses que je peux faire fructifier. Comme par exemple cette chaîne YouTube, ça fait partie du réinvestissement de l'agence. Moi, au niveau perso, j'ai eu l'opportunité, il y a pile poil un an, d'acheter une maison avec ma femme. Donc ça, pour le coup, c'est une grosse opportunité parce que les maisons à Los Angeles, ça coûte quand même excessivement cher. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la possibilité aussi d'être en plein travaux parce qu'on est en train de faire construire une petite piscine dans notre jardin. Donc c'est un bordel incroyable. Mais bon, en tout cas, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Maintenant, c'est clair et net que les vlogs, etc., c'est pas mon délire, c'est pas ce qui va se passer. Mais si un petit peu plus de perso vous intéresse, je suis open à la discussion. Dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi pas. Voilà pour la FAQ des 10 000 abonnés. Encore une fois, merci à tous, parce que clairement, sans abonnés, il n'y a pas de 10 000 abonnés. Ça paraît logique. Dites-moi aussi peut-être le genre de contenu, peut-être que vous voulez voir plus souvent sur la chaîne. Par rapport à la Worketing Academy, il va y avoir des choses qui vont arriver aussi. Certainement aussi consultation live sur YouTube. Ça peut être aussi rigolo de faire ça peut-être quelques fois tous les mois, peut-être 2 fois par mois, peut-être 1 fois par semaine, pour essayer de parler de marketing, une sorte de libre antenne du marketing. Ça peut être intéressant. Peut-être que ça sera complètement pourri et ça s'arrêtera. Peut-être que ça peut être passionnant et ça va être une nouvelle série. Ça fait partie aussi des objectifs de l'année prochaine. Il n'empêche que merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, faites-le directement dans les commentaires. Peut-être qu'on peut faire des FAQ comme ça régulièrement. Et puis moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo.